Alors, MVRDV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence hollandaise basée à Rotterdam. On est 250, dont 15 à Paris et 10 à Shanghai. Le projet dont je vais vous parler, l'IGLOGT, c'est un concours, enfin c'est pas une mission que Unibail nous a confiée. Les premières études datent de 2008, pour vous donner un ordre d'idée du temps de maturation de ce projet. C'est un chantier qui est situé juste à côté de la gare et de la tour Montparnasse, qui a la particularité d'avoir été construit dans les années 70. Du coup, c'est un urbanisme de dalle avec la tour du Pullman et un socle commercial et des bureaux, les anciens bureaux du Point notamment. Le site est un peu particulier. On se rend compte qu'on a en l'état actuel des choses, beaucoup de mal à voir la lisibilité de l'état des lieux, de comprendre qu'est-ce qui est quoi. Et le site a suivi une rénovation légère pour mettre en valeur les entrées du centre commercial qui sont ces grosses boîtes rouges, ces gros volumes rouges. Mais urbanisme de dalle égale séparation des flux piétons et automobiles qui est quand même très particulier quand on est piéton dans ce quartier. Première question qu'on s'est posée, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'on conserve dans cet îlot qui est de grande importance. Et la première réponse de l'architecte, le classique tabula rasa, on rase tout et on fait un gros tas de volumes neufs qui consistait du coup à démolir la tour, les bureaux, les commerces, tout le socle. Rien n'était conservé. Assez rapidement, on s'est dit que le PLU nous empêcherait de faire ça et que, aussi bien financièrement que écologiquement, c'était pas très malin de détruire un IGH qu'on n'aurait jamais le droit de reconstruire de toute façon à Paris. Donc, assez vite, on a fait le choix avec le client de conserver tout le socle et la tour pour du coup se concentrer sur une rénovation un peu plus légère qui nous permettait de conserver globalement le gros œuvre de l'ensemble de l'existant. Puis le programme a évolué, on a dû rajouter des logements. Bon, la structure existante des bureaux a dû être supprimée. Le programme de l'hôtel Pullman a évolué, on rajoute une ballroom, une salle de conférence qui fait qu'on a dû réadapter le site et intervenir assez lourdement dans les structures en infra pour reprendre les charges nouvelles à cet endroit-là. Puis là, c'est le projet actuel que vous pourrez voir avenue du Maine ou rue du commandant Mouchotte d'ici la fin de l'année, qui est en chantier en ce moment. Ça veut dire que le programme il a évolué assez largement avec des bureaux, des commerces, une bibliothèque qui est dans un sous-sol qui n'était pas du tout visible pour être déplacé et rajouter des bureaux, des logements. Il y a un doublement de surface des bureaux en gros. Et du coup, à emprise au sol égale, on a pu rajouter 30 000 m² de SDP dans Paris, avec un effet qui sera relativement minime pour le quartier et peu perceptible en termes de perte d'emprise au sol. C'est des programmes très différents qui, du coup, ont des certifications toutes différentes et qui ont le gros défaut de pas forcément se parler entre elles et de ne pas prévoir le fait qu'on soit un îlot mixte. Chacune va s'adresser, je fais BRIM bureau, je fais BRIM commerce, je suis habitat et environnement, je m'adresse qu'à l'habitat. Et du coup, on s'est posé la question comment, aussi bien architecturalement, c'était notre boulot d'architecte de traiter l'ensemble comme un îlot commun, mais comment faire pour que toutes ces certifications puissent travailler la main dans la main et obtenir mieux que juste cocher les cases de chacune d'entre elles. Petit aparté sur les logements, puisque je suis architecte, je vais un peu parler d'architecture. Les logements sont en CLT. Petit retour d'expérience, les gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est très bien en termes d'énergie et d'écologie, mais on a beaucoup de mal à savoir à quel référentiel se raccrocher, quelles sont les réglementations qui en plus sont évolutives. Et du coup, tous les intervenants, que ce soit du bureau de contrôle, l'architecte ou les BE différents, ne savent pas toujours à quelle réglementation se vouer. Ça, c'est un appel à clarifier qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, aussi bien en termes de sécurité incendie que de structure acoustique. C'est un peu dommage de construire en bois et de ne pas voir le bois dans le logement qu'on construit à la fin ou dans les bureaux parce qu'on est obligé de mettre du placo partout pour des raisons d'incendie. Par rapport à ce que je disais, on a plein de programmes qui ont toutes des caractéristiques différentes. Les bureaux, ils produisent du froid toute l'année.
Ils produisent du froid en été, qui, comme vous le savez, vous êtes plus ingénieur que moi, je pense, en majorité, ça rejette de la chaleur fatale, mais ça a besoin de chaud en hiver. Les commerces produisent du froid toute l'année, et du coup produisent beaucoup de chaleur fatale, et l'hôtel a des besoins de chaud toute l'année, mais produit aussi de l'eau chaude sanitaire qui produit du froid fatal. Comment est-ce qu'on peut relier tous ces éléments-là? Du coup, on introduit une boucle d'eau avec un stockage entre 35 et 45 degrés. C'est une technologie simple et peu déperditive. C'est très court terme. Du coup, ça permet d'avoir une puissance thermique de seulement 4 MW dans la boucle d'eau, ce qui est assez performant. Et ça permet de faire communiquer tous ces programmes l'un avec l'autre. Le centre commercial qui va donner sa chaleur fatale, enfin vendre en fait sa chaleur fatale à l'hôtel, qui va vendre sa chaleur fatale au bureau en hiver, l'hôtel qui, par sa production d'eau chaude sanitaire, va rendre du froid au centre commercial. Tout ça, c'est bien sûr, c'est variable pendant la journée. Il y a des échanges qui se font dans un sens le matin, le soir, parce que l'hôtel, en gros, consomme du chaud le matin et le soir pour la douche des occupants, alors que le centre commercial va produire cette chaleur pendant toute la journée, et du coup elle est stockée que 12 heures, le temps qu'elle soit réutilisée le soir et le lendemain matin. En été, les cycles sont un petit peu différents, mais c'est le même enjeu. C'est très simple, mais comment est-ce qu'on fait que tous ces éléments se parlent entre eux, et quel est l'impact réel derrière? On arrive à voir que les besoins de chaleur des bureaux sont énormément repris et utilisé grâce à la chaleur fatale produite par le centre commercial, et le reste est compensé par le CPCU. L'hôtel, c'est encore plus flagrant, notamment en été, et on se rend compte que la chaleur fatale produite sur l'ensemble du commerce et des bureaux est reprise en énorme partie. Ça fait un gain d'énergie de 50% pour les bureaux, un gain pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire de 70%, une chaleur fatale valorisée de 95%, et du coup près de la moitié du CO2 qui est économisé sur ces 3 programmes. Ça, c'est un investissement qui est assez rentable, puisqu'on se rend compte qu'en 10 ans, c'est rentabilisé pour le maître d'ouvrage. Heureusement que l'ADEME a permis de valoriser ça et qu'on puisse le vendre au maître d'ouvrage, parce que BREEAM tout seul, HQE tout seul, c'est des choses, ils n'arrivent pas à valoriser ce type d'investissement. Mais ça pourrait être encore amélioré, puisque comme c'est nouveau, tous les équipements sont dimensionnés pour que du jour au lendemain, ou presque, on puisse couper la boucle d'eau, et que chacun des programmes puisse redevenir indépendant si on se rend compte que ça ne marche pas, ou que, par exemple, un des bâtiments était vendu et que le nouveau propriétaire, par exemple des bureaux, voulait redevenir indépendant. Vous avez pu voir que, je reviens une seconde en arrière, que je parle du centre commercial, des bureaux et de l'hôtel. On a des logements, on a une bibliothèque aussi. Ils auraient pu être reliés, mais malheureusement, les bailleurs sociaux et la ville de Paris ont souhaité rester indépendants. C'est peut-être quelque part où il y a aussi un travail à faire, de vouloir travailler ensemble, tous ensemble, à l'échelle de l'ensemble immobilier. Les contraintes, bien sûr, c'est que mes beaux schémas, ils sont en fait beaucoup plus compliqués que ça en réalité, que tous ces échanges se font en permanence par des calculs. Du coup, il y a la blockchain qui est introduite pour permettre de faire se communiquer les différents programmes, et pour qu'il y ait des systèmes d'appel d'offres en permanence pour dire j'achète ou je revends ma chaleur ou mon froid au fur et à mesure de la journée. Les contraintes aussi, c'est que la réglementation est peu adaptée. Aujourd'hui, on l'a vu en phase permis de construire, il y a des installations techniques qui sont mutualisées entre plusieurs ERP, ce que la réglementation en théorie interdit. Et on a du coup un réseau d'eau en charge qui traverse des parois entre ERP et des parois coupe-feu qui relient tout l'ensemble immobilier. Ce qui fait que c'est des choses qui, bien sûr, ne sont pas envisagées au stade actuel de la réglementation. Il y a un enjeu qui est que le stockage... En fait, l'ensemble de ces blocs technologiques, la boucle d'eau, les pompes à chaleur, le stockage, blockchain, intelligence artificielle, je pense que tous les spécialistes de chacun savent de quoi il s'agit, c'est assez maîtrisé, mais faire communiquer tous ces gens ensemble et toutes ces technologies, c'est quelque chose de très nouveau. Et du coup, il y a des ressources qu'il faut mettre en œuvre, mathématiques, informatiques, qui sont en général peu utilisées dans le BTP actuellement. Les perspectives, pour ouvrir un peu la discussion, c'est comment est-ce que ce qu'on a fait à l'échelle d'un îlot
parce qu'on avait un preneur unique, enfin un propriétaire unique, une maîtrise d'ouvrage unique. Comment est-ce qu'on arrive à l'appliquer à l'échelle de la ville? L'écoquartier, c'est la solution facile puisque c'est planifié en amont. Mais est-ce qu'on arriverait à le faire à l'échelle d'un aéroport ou d'un ensemble immobilier? Ça, c'est très bien, mais on s'adresse qu'au neuf. Et si on réfléchit un peu plus à la rénovation, il y a peut-être un modèle économique à créer pour faire communiquer justement les transferts d'eau et pour peut-être le CPU-CU récupère aussi plus facilement l'eau, enfin la chaleur d'un bâtiment d'hôtel plutôt que ce soit qu'un fournisseur potentiellement à l'échelle du bâtiment et pas seulement à l'échelle d'une grosse industrie plus lourde. Voilà. Merci, Monsieur Lescourtis.